Mesdames et messieurs, hier j'ai enregistré l'une des vidéos les plus inattendues et stupéfiantes de mes 25 années de carrière. Et j'étais déjà prêt à la publier. Mais à la sensation s'est ajoutée une autre sensation, peut-être encore plus scandaleuse et stupéfiante. C'est pourquoi j'ai ajouté quelques lignes aujourd'hui. Vous verrez la vidéo d'hier où je serai habillé différemment et à la fin il y aura un ajout que j'enregistre aujourd'hui. Et voici cette vidéo. Ce sujet concerne à la fois les politiciens, les célébrités, la psychologie, l'Amérique du XXIe siècle et les présidents. En gros, regardez Sensation 1, puis à la fin vous verrez Sensation 2. Mesdames et messieurs, Léon Weinstein vous parle depuis Los Angeles en Californie. Honnêtement, je n'arrive même pas à croire moi-même ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais tout cela n'est pas inventé, tout est confirmé par des faits, tout est confirmé par des vidéos, des enregistrements audio et de nombreux autres témoignages. Ni plus ni moins, aujourd'hui nous parlons du fait que peut-être Whitney Houston et Michael Jackson ont été assassinés. Et que cela a été planifié et fait par la même personne. Planifié, c'est je ne sais pas. Fait. Eh bien, commençons par le début. Aujourd'hui, l'Amérique ne suit pas seulement la politique. Et il y a aussi le procès contre Diddy. Cela signifie Sean Combs. Eh bien, c'est probablement l'une des personnes les plus influentes de l'industrie du divertissement en Amérique, et donc aussi dans le monde. Pourquoi ce processus occupe-t-il l'esprit, les esprits et les cœurs de millions de personnes? J'espère que vous allez le comprendre maintenant. Les célébrités hollywoodiennes sont bien familières des scandales, et à cause de leur statut élevé, elles deviennent souvent des cibles. Mais maintenant, alors que plusieurs accusations éclatent autour du célèbre producteur musical et icône du hip-hop, il pourrait bientôt devoir répondre lui-même de ses actes. Il s'est servi de son entreprise, de ses employés et de ses proches pour atteindre ses objectifs. Il y a un an, Sean Combs se tenait sur Times Square et recevait la clé de la ville de New York. Aujourd'hui, il a été inculpé et comparaîtra au tribunal. Le procureur du district sud de New York, Damian Williams, parle de Sean Combs, âgé de 54 ans, également connu sous le nom de Diddy, musicien, producteur et magnate des affaires, qui est devenu l'une des figures les plus marquantes du hip-hop. New York, nous l'avons fait. Harlem, nous l'avons fait. Monverdi, nous l'avons fait. Bronx, nous l'avons fait. C'est parti, la clé de la ville. Oui, oui, oui. Combsa fait maintenant face à des accusations fédérales de trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et de racket. C'est-à-dire que Diddy faisait venir des filles, soit aux États-Unis, soit les transporter à travers le pays. Il les exploitait et en plus il protégeait ses collègues dans le business. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la façon dont Combs a gravi les échelons à Hollywood. Juste ici dans le coin. Entrez, je vous en prie. Diddy est née à Harlem. Après que son père a été tué, elle est entrée dans une école catholique pour garçons, puis elle est allée à l'université Howard. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à organiser ses soirées. Et Diddy a toujours été l'âme de la compagnie. Comment ça va, les gars? Je vous parle en direct de Londres, incroyablement humble, reconnaissant et béni. Je viens d'être nommé aux Grammy Awards. Finalement, il a obtenu un stage chez, et c'est là que sa carrière musicale a commencé. Le lauréat d'aujourd'hui, le premier rappeur masculin à recevoir une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, est Sean Diddy Combs. Sur le boulevard Hollywood, l'une des étoiles porte son nom. Une étoile sur le boulevard. En 1990, il travaille comme directeur des talents chez Uptown, mais le véritable succès lui vient 3 ans plus tard, lorsqu'il fonde Bad Boy Entertainment. Dès lors, tout explose. Il signe des artistes en tant que producteur tels que Notorious B.I., Roger, Ashera, Mary J. Blige.
C'est à la fois la musique et la mode avec la marque Sean John, dont il est le fondateur. Il était littéralement au sommet du monde quand il s'agissait de musique. 1990, tout ce qu'il touchait, il avait vraiment le don d'or. On l'appelait le garçon en or. Il transformait en or tout ce qu'il touchait. Il avait des relations très publiques. Il y a Kim Porter, je pense que tout le monde se souvient de sa relation avec Jennifer Lopez. Il a 7 enfants et il est vraiment fier, du moins publiquement, de participer à leur vie en tant que père. Ce n'est un secret pour personne à quel point Combs est influent dans l'industrie musicale et du divertissement, et pas seulement grâce à son propre travail. Il savait simplement repérer les talents. À un moment donné, Didi avait la main sur la carrière de chacun. Il semblait que tous les artistes des classements avaient fait partie de Bad Boy à un moment donné. Il se crée une telle image que les gens pensent qu'il voudrait être à sa place. Il vit la vie dont les gens rêvent. Tout est glamour, voyage autour du monde, détente sur des yachts et tenues élégantes. Il était connu pour ses fêtes. Le problème, c'est que lorsque tu as une telle culture et qu'il n'y a personne pour te dire non, pas de limite ni de mentor, tout devient de plus en plus extrême. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de fête plus folle que chez Didi. Oui, voilà. Oui, voilà. Au fur et à mesure que la gloire et la richesse de Compsa grandissaient, Ross et son cercle de connaissances aussi. Et les rumeurs sur ces tristement célèbres fêtes se répandaient rapidement. Je ne peux pas en dire beaucoup, donc... Et ça non plus, je ne peux pas en parler. Tout le monde connaissait les tristement célèbres fêtes de Didi. Et à un moment donné, tout le monde voulait aller à ces fêtes parce que tous les plus célèbres y allaient. Toute la liste. Ah, peut-on énumérer les célébrités qui y allaient? Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles ces soirées, auxquelles assistaient les plus grandes stars du show business, n'étaient pas tout à fait des réceptions mondaines ordinaires. On disait qu'elles avaient un côté sombre. C'est-à-dire qu'après Epstein, on a commencé à exposer d'autres spécialistes qui satisfaisaient les puissants et les riches. Il y a toujours eu des rumeurs et des commérages sur ce qui se passe aux soirées de Didi après minuit, comment tout peut devenir vraiment fou là-bas, ainsi que sur des cas de violence sexuelle et d'abus. Ces rumeurs et histoires réapparaissaient, mais aussi vite qu'elles apparaissaient, elles disparaissaient souvent dans l'ombre. Je pense que beaucoup fermaient simplement les yeux là-dessus ou considéraient que ces histoires étaient trop folles pour être vraies. Son mentorat et ses interactions avec les jeunes stars attiraient également l'attention. Justin, as-tu déjà vu le film 48 heures? Maintenant, il a ses propres 48 heures avec Didi. Tu connais nos fréquentations et activités, mais on ne peut pas vraiment les dévoiler. Mais je dirais ceci, c'est définitivement le rêve de n'importe quel mois de 15 ans. En gros, je ne suis pas son tuteur officiel, mais pour les 48 prochaines heures, il est avec moi et on compte bien s'éclater à fond, devenir complètement fou. Des filles, des garçons, 13 ans, 15 ans. Les jeux Aventura vont bientôt rendre leurs relations publiques, mais après quelques années, tout s'arrête soudainement. Malgré des hauts et des bas, même après des décennies, aucun mariage n'a eu lieu. Ils n'ont pas eu d'enfants non plus. Ils se sont séparés. Alors vous commencez à vous demander ce qui se passe vraiment dans cette relation. Mais même si leur relation s'est terminée, ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. À la fin de l'année 2023, Ventura dépose une plainte sensationnelle contre Sean Combs, qui change tout et vous n'allez pas croire de quoi elle l'accuse. C'est avec cette plainte déposée par l'ex-petite amie de Didi, avec qui il a passé 10 ans, que sa chute a véritablement commencé. J'ai payé 5,425 milliards de dollars, Didi comprend, mais craint que je le démasque. J'ai vu de la cocaïne liquide, j'en ai moi-même bu en faisant l'amour avec Didi et Cassie. Je comprends, c'est mauvais. Il boit tout le temps. À un moment donné, Sean Diddy Combs était l'un des magnates du hip-hop les plus riches. Les années passées sous les projecteurs lui ont apporté à la fois le succès et des échecs. Mais il semblait toujours s'en sortir indemne. Jusqu'en 2023, lorsque son influence puissante a commencé à s'effondrer sur fond d'un procès scandaleux. C'est une chose de donner une interview
ou d'écrire quelque chose sur Internet et d'accuser quelqu'un, mais quand une plainte judiciaire apparaît, à mon avis, c'est une démarche très, très forte. Cassie a fait preuve d'un courage incroyable en mettant son histoire sur papier. Dans sa plainte civile, Cassie a déclaré avoir été victime de violences, d'agressions sexuelles et de viols de la part de Diddy. Cassie a affirmé avoir été victime d'exploitation sexuelle, avoir été forcée à avoir des rapports sexuels avec des hommes prostitués, avoir reçu des menaces et avoir subi des violences. En gros, elle affirme que tout cela faisait partie d'un vaste système criminel qui se poursuivait. D'après la plainte de Cassie, nous avons appris qu'elle avait essayé de sortir avec le rappeur Kid Cudi et que Didi Yacobi avait fait exploser sa voiture et lui avait dit qu'il comptait le faire. On dit qu'elle a vraiment subi sa maltraitance sous une forme très grave. Il lui a apparemment fallu des années pour trouver le courage d'en parler. Dans le contexte du mouvement où l'on parle de croire les femmes et les victimes, beaucoup de gens n'ont pas cru Cassie. Bien sûr, les nombreux fans de Didi pensaient qu'elle inventait tout ça, qu'elle voulait juste avoir sa part du gâteau. Mais d'autres témoignages ont commencé à apparaître. Bien que la plainte de Ventura ait été réglée très rapidement, cela a donné le coup d'envoi à une série d'événements. Plusieurs autres personnes ont également intenté des poursuites et formulé leurs propres accusations, dont l'une a certainement suscité beaucoup d'étonnement. Probablement, la personne la plus célèbre parmi eux était Rodney Jones, un producteur musical. Dans la plainte civile de Rodney Jones, il affirme qu'il y avait de la prostitution, de la traite des êtres humains selon le schéma de Rick et peut-être même du trafic de mineurs. Il a lui-même été une victime, car on l'a aussi forcé à avoir des relations sexuelles. Arrête de jouer, j'ai entendu pareil. Parlons rapidement de notre affaire. Je veux ce chèque, pas d'harmonie humaine. Je parle juste comme un vibe rappeur. Je veux cet argent pour lundi. Little Rod décrit en détail la violence, les menaces, le vol d'argent chez Little Rod et comment Didi l'a simplement jeté, le considérant comme un excentrique opportuniste qui essaie juste d'obtenir de l'argent. Mais il confirme les propos de Cassie. Je pense qu'après que la plainte de Cassie a été réglée, d'autres personnes ont aussi commencé à déposer des plaintes, dans l'espoir que leurs affaires leur rapporteraient également un gros paiement. Don Richard affirme également avoir été témoin de Combs ayant des relations sexuelles avec de jeunes filles. Mais ensuite, le plus grand scandale a éclaté. Le 17 mai 2024, une vidéo de la caméra de surveillance datant de 2016 est publiée sur laquelle, apparemment, Combs bat violemment Cassandra Ventura dans le couloir d'un hôtel. Quand ils ont vu cette vidéo avec elle à l'hôtel et comment Didi la frappait et lui donnait des coups de pied au visage, il l'a vraiment frappée au visage. Cela a complètement changé l'attitude envers ces accusations et je pense que cela a définitivement convaincu tout le monde. Ah non. La lecture de l'acte d'accusation sur 3 chefs d'accusation dans lequel Sean Combs est accusé de complot en vue de racket, de trafic sexuel et de transport à travers les frontières des États-Unis à des fins de prostitution. 6 mois après les perquisitions dans les maisons de Sean Diddy Combs et une vague de poursuites judiciaires, le 16 septembre 2024, celui qui s'est autoproclamé mauvais garçon pour toujours a été officiellement arrêté sur des accusations fédérales. Au moins depuis 2008 et jusqu'à aujourd'hui, Combs a soumis les victimes à la violence, aux menaces et à la contrainte afin de satisfaire ses désirs sexuels, de protéger sa réputation et de dissimuler ses actes. Sean Combs dirigeait et participait à un complot criminel lié au racket, utilisant son empire commercial pour commettre des activités criminelles, y compris la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l'entrave à la justice. Mais il y a un élément de l'acte d'accusation qui ressort plus que tout, ce sont les soi-disant freak-offs. Je pense que les freak-offs étaient la partie la plus choquante de l'accusation. C'est une chose de savoir qu'il organisait des fêtes sauvages.
Le fait que Diddy se filmait lui-même et filmait les autres montrait qu'il pensait qu'il ne se ferait jamais attraper. Il utilisait la force, la menace de la force et la contrainte pour obliger les victimes à participer à des représentations sexuelles prolongées avec des hommes, des travailleurs du sexe commerciaux, dont certains qu'il faisait passer d'un état à l'autre, et il enregistrait souvent cela en vidéo. En gros, le gouvernement affirme qu'il existe une organisation criminelle dirigée par Sean Combs qui transporte des femmes et des hommes prostitués, dans le but d'organiser ces freak shows, ces soirées sexuelles où les gens sont gavés de drogue et ont des rapports sexuels pendant des jours entiers. Alors, Diddy a été arrêté. Tout Hollywood et toute l'industrie musicale ne parlent que de ça. Eh bien, quand ils n'en parlent pas, c'est que c'est vraiment horrible. Actuellement, notre gouvernement siège à la Maison-Blanche. Mais au tribunal, il se passe soudain quelque chose de tout à fait inattendu. En tant que témoin vient un rappeur qui probablement partage la première place mondiale en termes de vente. Aujourd'hui, il n'y a plus de disques, d'albums, on appelle ça autrement, sans doute. C'est Kanye West, Kanye, qui est totalement imprévisible. Mais là, je dirais qu'il a vraiment dépassé toutes les attentes. Kanye West seulement, qui a retourné la salle, ici de fond en comble. Ce qui avait commencé comme un témoignage contre les crimes présumés de Diddy s'est transformé en quelque chose de bien plus explosif. Kanye a accusé Clive Davis d'avoir organisé la mort de Whitney Houston. Le juge était stupéfait, les procureurs ne savaient pas quoi dire. Et le public, silence. Et rien de moins. L'affaire de trafic sexuel de drogue et de corruption de mineurs s'est transformée en une affaire de meurtre de l'une des stars les plus aimées et vénérées d'Amérique, Whitney Houston. Selon Kanye, tout ce que nous pensions savoir sur la fin tragique de Whitney était un écran de fumée, et il affirme que Clive Davis a tout planifié. Dans cette vidéo, nous allons examiner la déclaration sensationnelle de Kanye devant le tribunal, les preuves qui soutiennent ces accusations choquantes, la sinistre coïncidence de la fête de Clive avant les Grammy Awards et pourquoi Kanye pense que Clive est le véritable marionnettiste derrière les secrets les plus sombres de l'industrie musicale. Vous voulez connaître la vérité ? A demandé Kanye en retirant ses lunettes de soleil et en regardant directement les jurés. Vous devez savoir que l'affaire ne concerne pas seulement Diddy. C'est bien plus vaste, beaucoup plus vaste. Tout remonte à Whitney Houston, tout remonte à Clive Davis. Des cris de surprise ont retenti dans la salle d'audience. Même le juge s'est renversé sur sa chaise, stupéfait. Les avocats des deux parties semblaient perplexes, certains même inquiets. Kanye ne se contentait plus de témoigner, il venait de lâcher une bombe. Pendant 14 ans, nous avons vécu dans une grande maison à Woodland Hills, sous Los Angeles, avec 7 chambres, un court de tennis, une piscine presque olympique et des frais d'arrosage du terrain très élevés. Nos voisins étaient les Kardashian. La plupart des gens en Amérique, et même à l'étranger, connaissent probablement la branche cadette des Kardashian, surtout les jeunes. Et à travers notre cours de tennis, il y avait tout le temps des gens qui passaient chez eux, enfin des gens assez drôles, de mon point de vue, des filles et des garçons avec des anneaux dans le nez, dans les lèvres, dans les dents, avec les cheveux teints, des tatouages sur des parties du corps incroyablement inconfortables, de mon point de vue. Il passait en par chez nous parce que mon petit-fils aîné, il avait alors 15, peut-être 16 ans, était ami avec quelqu'un du même âge de la famille Kardashian. Un jour, je suis entré dans sa chambre. Nous, pour ainsi dire, nous vivions au 2e étage. Et ma fille avec son fils, eux donc au 1er. Et là, il y avait plusieurs pièces. Donc j'entre donc dans sa chambre. Et là, sur le lit, allongé au-dessus, il y a un grand homme noir avec les cheveux teints. Et dans la pièce voisine, donc, il y avait une compagnie assise et ils regardaient quelque chose avec intérêt sur l'ordinateur. Chez Nick, la compagnie avait vraiment un look de rappeur. Les pantalons étaient descendus jusqu'aux fesses, exposant la fente de manière exagérée et ridicule. Dans la pièce,
il y avait une odeur persistante. En réalité, la bonne marijuana n'est pas bon marché. Donc, j'ai trouvé Nick effaçant l'ordinateur, j'ai croisé son regard, j'ai montré sa chambre du doigt et j'ai demandé sévèrement « Qui est-ce » Donc, c'est Kanye, m'a répondu mon petit-fils. Qui est Kanye West? Qui est-ce? Ai-je demandé. Et d'après les visages stupéfaits de toute la compagnie, j'ai compris que j'étais censé savoir qui c'était. Après une courte pause, le petit-fils a essayé d'expliquer. Tu sais, tu m'avais raconté, tu te souviens de Michel-Ange? Les voilà, dit-il en pointant du doigt la compagnie rassemblée. Ils ne connaissent pas Michel-Ange, mais tous, sauf toi et peut-être aussi grand-mère, tous savent qui est Kanye West. Et là, je me suis souvenu, j'ai dit, le mari de Kardashian, c'est ça? Les gens ont souri, ils ont compris que je n'étais pas complètement à côté de la plaque. La fois suivante, j'ai vu Kanye à la Maison Blanche, donc dans le bureau ovale, et maintenant donc, c'est la 3e fois. Il a montré du doigt à travers toute la salle ici et a dit « Vous continuez tous à poser des questions sur Diddy comme s'il était le principal, mais ce n'est pas le cas. Il n'est qu'une marionnette. Le vrai marionnettiste, Clive Davis. » La salle d'audience a explosé. D'un point de vue juridique, l'équipe de Diddy a commencé à faire des objections, mais Kanye ne s'est pas arrêté. Sa voix devenait de plus en plus forte et tendue. Il a mentionné le week-end des Grammy Awards de 2012, la mort soudaine de Whitney Houston, et maintenant tristement célèbre la fête de Clive Davis à la veille des Grammy, qui se déroulait seulement quelques étages en dessous de son corps sans vie. Vous voulez dire qu'une personne meurt à l'étage et vous organisez une fête en bas? Ce n'est pas un hommage, c'est un rituel. Je ne pense pas qu'il y ait eu dans le monde du divertissement un événement plus marquant que ce que Kanye a fait au tribunal. Eh bien, peut-être quand, l'une après l'autre, les stars du cinéma américain racontaient comment elles ont obtenu les rôles qui les ont rendus mondialement célèbres. Dans le lit de Harvey Weinstein d'ailleurs, mon homonyme, Etienne, n'est pas un parent. Harvey les a-t-il attirés là-bas? Non, il ne l'a pas fait. Elles faisèrent la queue, rêvèrent d'être appelées, d'être invitées, rêvèrent de gloire, d'argent, rêvèrent de luxe et attendaient le petit doigt d'Harvey qui les désignerait et elles accouraient, nerveuses, en arrachant les derniers morceaux de vêtements. Mais maintenant, ce n'est plus du sexe, c'est déjà un meurtre. Puis Kanye a décrit comment, à son avis, l'industrie musicale est dirigée comme une organisation secrète avec des pervers qui décident qui sera autorisé à vivre et qui mourra. Selon lui, Whitney était sur le point de révéler quelque chose de bien plus profond. Elle en savait trop. Elle essayait de s'en sortir. Et quand tu essaies de t'en sortir, ils te détruisent, a-t-il déclaré. Le silence régnait dans la salle d'audience. Les jurés assis avec les yeux écarquillés. Certains se penchaient en avant, d'autres étaient visiblement ébranlés. Kanye a transformé ce qui devait être un témoignage à charge contre Diddy en un véritable réquisitoire contre Clive Davis et l'industrie prétendument bâtie sur les victimes et le silence. En ouvrant cette porte, Kanye a refusé de la refermer. Il a transformé toute son intervention en un manifeste improvisé contre Clive Davis, traçant des parallèles sinistres entre ce qui est arrivé à Whitney Houston et ce qui, selon lui, a failli lui arriver à lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes les légendes meurent pauvres, malades ou seules, a-t-il demandé dans la salle d'audience. Parce qu'ils n'ont jamais contrôlé leur vie. On les manipulait, on les dirigeait, on les poussait, et quand ils sortaient du cadre, on les éliminait. Je n'arrive pas à imaginer ce qui se passait dans la salle d'audience. Comme ceux qui étaient vus là-bas, ils saisissaient chaque mot, essayant de s'en souvenir pour pouvoir le raconter plus tard, pour pouvoir le raconter toute leur vie. Kanye a ensuite raconté les événements du 11 février. Kanye a ensuite raconté les événements du 11 février 2012. Il a raconté aux jurés comment Whitney a été retrouvée face contre le fond de la baignoire, comment les ambulanciers sont arrivés trop tard et comment Clive Davis a continué sa fête juste un étage en dessous. Ce n'était pas du chagrin,
Ce n'était pas du respect, c'était de l'arrogance. C'était une démonstration de pouvoir dans toute sa splendeur, a-t-il dit. Selon lui, Whitney a tenté d'alerter les autres. Kanye s'est référé à une vidéo devenue virale où Whitney interrompt une interview 2 jours avant sa mort, murmure quelque chose à Brandy et apparemment prononce le mot « noyer ». Vous croyez qu'elle l'ignorait? A-t-il demandé. Kanye, c'était un appel à l'aide et personne n'a répondu. Puis il a avancé encore, une affirmation encore plus inquiétante. Selon Kanye, quelques heures avant sa mort, Whitney a appelé l'un de ses proches et a laissé un message vocal mystérieux. Il dit que cet appel a été supprimé de ses enregistrements téléphoniques. On n'efface pas un appel sans raison, à moins qu'il ne contienne quelque chose qu'ils ne veulent pas que quelqu'un entende, a insisté Kanye. Quand on lui a demandé qui étaient ces gens, Kanye a répondu « Ceux pour qui travaille Clive, ceux qui dirigent cette affaire, bien avant que la plupart d'entre vous ne soient nés. » Kanye a conclu cela. Kanye a terminé son témoignage en déclarant que Diddy est coupable, mais qu'il n'est pas seul. Vous regardez un monstre, mais quelqu'un l'a rendu ainsi. Kanye a maintenu sa position, qualifiant la mort de Whitney Houston une partie d'un certain schéma. Il a énuméré des noms comme Michael, Jackson et Prince, affirmant qu'ils ont aussi été sacrifiés pour le pouvoir. Ils essayaient tous de résister. Vous pensez que le prince voulait mourir seul dans un ascenseur, que Michael voulait quitter la vie comme ça? Oui, laissez tomber, a-t-il dit. Kanye a affirmé que Whitney a été réduite au silence parce qu'elle a refusé de se taire. Elle avait ses propres démons, mais elle essayait de se relever. Elle faisait des projets, elle contactait des gens, elle enregistrait des choses, elle comptait. Parler, non? Puis il a accusé Clive Davis de contrôler son catalogue, sa réputation et, en fin de compte, son héritage. Kanye. Il a illustré comment les sorties posthumes de Whitney ont augmenté les ventes, enrichissant davantage Clive. Morte, elle valait plus que vivante. Et il le savait, a-t-il dit. Il a mentionné Bobby Christina, la fille de Whitney, décédée dans des circonstances similaires. La même baignoire, les mêmes drogues, le même silence, a dit Kanye. Sa voix tremblait. Si ce n'est pas une coïncidence, je ne sais pas ce que c'est. Le silence s'installa dans la galerie. Selon les rapports, l'un des jurés avait les larmes aux yeux. Kanye a terminé en disant « Vous pouvez me traiter de fou, vous pouvez dire que je tire des conclusions tirées par les cheveux, mais demandez-vous combien de coïncidences il faut pour qu'il y ait un complot. » Lorsqu'il est descendu de la tribune, toute la salle d'audience est restée figée. Diddy regardait dans le vide. Ses avocats étaient manifestement bouleversés. Et le public? Il répandait déjà les paroles de Kanye comme un feu de forêt. Whitney Houston, icône, la voix de l'Amérique, le cœur de la nation, l'âme et la douleur, un talent incroyable. Lorsque les déclarations de Kanye West contre Diddy ont continué, l'affaire a pris une tournure choquante et totalement inattendue. Au départ, l'affaire était centrée sur un réseau d'accusations de violence, de contrôle et de traite des êtres humains. Kanye a soudainement changé de sujet. Un silence s'est installé dans la salle d'audience. Il s'est penché vers le micro et a dit d'un ton sérieux « Soyons honnêtes, Diddy n'est pas celui qui tire toutes les ficelles. Et ici, tout est bien plus profond, beaucoup plus profond. Je parle de Clive Davis, ce nom a résonné comme « vrai pas, bombé po ». Des exclamations de surprise ont parcouru la salle. Même Diddy, qui jusque-là s'agitait nerveusement pendant les démonstrations, s'est figé et s'est tourné vers son avocat. Pendant un instant, le temps semblait s'être arrêté dans la salle d'audience silencieuse et tendue. Kanye a poursuivi d'une voix plus assurée. Il a commencé à raconter ce qu'il appelait sombre, le flux dans l'industrie musicale, duquel Whitney Houston elle-même a essayé de s'échapper. Whitney savait, affirmait Kanye. Elle a essayé de partir, elle a essayé de parler, et vous savez tout ce qui s'est passé ensuite. Il affirmait que sa mort soudaine, lorsqu'on l'a retrouvée face contre le fond de la baignoire, seulement quelques heures avant la fête organisée par Clive Davis dans ce même hôtel, ce n'était pas simplement une tragédie, mais une action planifiée. Ensuite, Kanye a mentionné cette fameuse soirée tristement célèbre à la veille des Grammy, en disant que ce n'était pas un hommage, mais un rituel.
Vous pensez que c'est une coïncidence qu'elle soit morte dans cet hôtel et que la fête ait continué? Ce n'est pas du chagrin, c'est du contrôle et du pouvoir, c'est un message. Les procureurs ont échangé, ils se sont échangés des regards étonnés. Kanye n'avait prévenu personne que cela serait dit, mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Cette fête était un masque, la véritable célébration n'était pas en bas, elle était en haut. Cette femme était déjà partie, et il savait qu'elle n'était plus là. Il dansait pendant qu'elle gisait en haut, froide. Clive savait, tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Didi était alors bouleversé, mais pas à cause des accusations de Kanye contre lui qui l'avaient déstabilisé. Le simple changement de focus de Kanye, il laissait clairement entendre qu'une figure plus importante se cachait dans les coulisses. Et selon lui, cette figure était Clive Davis. Les avocats de la défense ont protesté, tentant de rétracter les témoignages, a dit. Mais le juge a permis à Kanye de terminer sa pensée, car ses déclarations concernaient la culture de l'intimidation dans l'industrie, ce qui était un sujet clé de l'affaire. En conclusion, Kanye a regardé à travers toute la salle. Il a demandé « Voulez-vous savoir pourquoi il ne m'est pas arrivé la même chose qu'à Michael Jackson ou à Whitney? Parce que j'ai arrêté de jouer selon leurs règles ?» Il a fait une pause, puis il a prononcé la phrase la plus effrayante de la journée. « Clive Davis n'est pas un mentor, c'est un architecte. Et ses plans sont faits de silence et de bain. » Après la déclaration explosive de Kanye, les fonctionnaires judiciaires ont de nouveau diffusé une série d'extraits de documentaires et de témoignages de témoins oculaires sur la nuit de la mort de Whitney Houston. But vérifier ou infirmer l'hypothèse de Kanye selon laquelle la mort de Whitney n'était pas accidentelle. Les jurés observaient en silence les images des caméras de surveillance sur lesquelles était capturé le déroulement chaotique des événements. À l'hôtel Beverly Hilton. Son assistante a découvert le corps à 15h30 et déjà à 17h55, Whitney Houston a été officiellement déclarée morte. Mais ce qui a le plus surpris, ce n'est pas seulement l'emploi du temps des événements, c'était l'atmosphère après ce qui s'était passé. Malgré la mort, Whitney Pret-Grammy, soirée de Clive Davis, tout s'est déroulé comme prévu, quelques heures plus tard dans le même hôtel. Plusieurs témoins, y compris le personnel de l'hôtel et la sécurité, ont déclaré que son corps était resté dans la chambre à l'étage. Pendant que les célébrités dansaient, posaient pour des photos et levaient des verres de champagne, certains invités affirment qu'ils n'ont même pas su sa mort avant le lendemain. D'autres disaient qu'ils avaient appris ce qui s'était passé et étaient horrifiés que la fête n'ait pas été annulée. Un vieil ami de Whitney a déclaré au tribunal « Elle n'aurait jamais voulu que le spectacle continue. » Ce n'était pas elle, c'était eux. Quand on lui a demandé qui étaient eux, elle a répondu franchement « Les gens qui gagnaient de l'argent sur elle, qu'elle soit vivante ou morte. » Ensuite, dans la salle d'audience, on a montré des extraits de la tristement célèbre interview où Whitney interrompt la prestation médiatique de Clive avec Brandy et Monica. Les images, montrées seulement 2 jours avant sa mort, capturent Whitney en train de remettre un mot à Brandy et de répéter plusieurs fois le mot « se noyer ». Les spectateurs étaient stupéfaits. L'un des experts analystes a dit aux jurés qu'une telle répétition dans ce contexte pouvait indiquer un pressentiment ou une peur. Comme si elle savait, a-t-il dit. Les premières déclarations de Kanye ont commencé à sembler non pas simplement comme une explosion sauvage d'émotions, mais plutôt comme un lien de connexion. Surtout lorsque l'on a lu à haute voix une ancienne interview de Chaka Khan où elle décrivait la fête de Clive comme une véritable folie, affirmant que cela ressemblait plus à un sacrifice qu'à un hommage à la mémoire. L'allusion était sombre. La mort de Whitney était connue, attendue et, dans un certain sens troublant, reconnue non pas avec deuil, mais avec célébration. Clive Davis a refusé de témoigner au tribunal invoquant des problèmes de santé. Mais cela n'a pas empêché les procureurs de prêter attention à l'apparence des événements et à l'argent. Après la mort de Whitney, les ventes de ses albums ont explosé. Les accords de licence ont été révisés, les royalties ont commencé à affluer, la machine posthume a démarré. Et qui est devenu le principal bénéficiaire de cette flambée financière? Clive Davis. À ce moment-là, la salle d'audience s'était déjà ressaisie. Mais personne ne s'attendait à ce que Kanye revienne à la barre pour un deuxième tour de témoignage, cette fois avec un objectif précis.
Dans le fait que les observateurs, qu'ils ont qualifiés de bombes soigneusement calculées, Kanye a élargi ses accusations. Clive Davis n'est pas seulement celui qui tirait les ficelles, il utilisait aussi Diddy. La salle d'audience a explosé, les avocats de Diddy ont crié, exprimant, des protestations ont exigé des explications sur la pertinence, mais Kanye a continué d'insister que Diddy était un bouc émissaire. Celui qu'ils utilisaient pour s'approcher de personnes comme Whitney, comme Michael. Et si vous ne me croyez pas, demandez. Fakima Muhammad. Le nom Fakim Muhammad a immédiatement attiré l'attention. Ancien chef. Le chef de la sécurité, aussi bien de Michael Jackson que de Diddy, Fakim, a déjà été mentionné dans la plainte civile de Lil Rhoda comme une personne capable de faire disparaître des gens. Et des problèmes. Kanye affirmait que Fakim n'était pas simplement un garde du corps. Il était un curateur, un homme qui, avec une précision étonnante, il est passé de l'entourage de Jackson à l'entourage d'Diddy. Ensuite, Kanye a fait sa déclaration la plus accusatrice. J'ai entendu l'enregistrement du dernier appel téléphonique de Michael et deviné de qui il essayait de mettre les gens en garde. Pas à propos du Dr Murray, pas à propos de Sony, mais de Clive Davis. Un souffle de surprise a parcouru la salle. Selon Kanye, pendant les dernières semaines de la vie de Michael, il est devenu paranoïaque. Il pensait, à juste titre, qu'on le surveillait et qu'on enregistrait ses conversations. Et qu'on le contrôlait. Michael, il disait... Ils me suivent. Et il parlait de Clive, pas au sens figuré, pas à demi-mot. Et maintenant, ils ont annoncé que Michael Jackson avait aussi été tué sur ordre de Clive Davis. Ensuite, les procureurs ont montré une vidéo de Kanye tirée d'une vieille interview dans laquelle il disait « Les gens qui ont fait disparaître Michael, ce sont les mêmes qui essaient de me faire taire. » La salle du tribunal est désormais captivée par le récit. Kanye observait comment les liens entre les figures influentes de l'industrie, les conservateurs et les morts inexpliquées commençaient à sembler être non seulement des spéculations, mais quelque chose de bien plus sinistre. S'agissait-il d'une théorie du complot ou de la dernière tentative désespérée de l'artiste pour retrouver la vérité? Maintenant, cette question se posait devant le jury. Lorsque Kanye West a quitté la barre des témoins, un murmure s'est élevé dans la salle d'audience. Mais l'accusation ne s'est pas arrêtée là. Pour confirmer sa déclaration, ils ont appelé à la barre un psychiatre judiciaire qui avait étudié les schémas comportementaux de Whitney Houston ces derniers temps. Semaine de sa vie. L'expert, ayant examiné des heures d'interview, les notes personnelles dans le journal intime et les témoignages des témoins oculaires, a dressé un tableau effrayant. Elle présentait des signes de paranoïa extrême, a déclaré l'expert. Elle était convaincue qu'elle était surveillée, que son téléphone était sur écoute, que la poursuivait. Puis l'accusation a inclus un extrait de l'interview de Dvetisiachi Dvenatsatogo, de l'année qui était auparavant restée inaperçue. Ou Whitney, ils veulent me faire taire, me réduire au silence. Quand on lui a demandé qui était Whitney, elle a refusé de donner des noms, mais ses yeux parlaient d'eux-mêmes. On y lisait une peur qu'aucune célébrité ne pouvait effacer. Pouvait cacher, il apparaît tristement connu, interview avec Brandy qui est à nouveau diffusée. Whitney remet une note mystérieuse à la caméra seulement 2 jours avant sa mort. De nombreuses années, pendant longtemps, les fans se sont interrogés sur le contenu de cette note. Maintenant, Kanye West affirme qu'il a parlé à un proche de Brandy qui lui a dit que Whitney avait griffonné la note. Ne fais pas confiance à Clive, j'ai besoin d'aide. Messieurs, je ne sais pas si ces noms vous intéressent. C'est-à-dire Whitney, Houston, Michael Jackson, Prince, Kanye, West, Diddy. Et ajoutez à cela Oprah, qui est également venu au tribunal pour parler de drogue, de violence et d'abus lors des soirées chez Diddy et dans sa vie privée aussi. Rarement une histoire a autant d'intrigues et autant de célébrités. Légalement superflu, mais autorisé par le juge. Ils ont essayé de forcer, de se taire, et moi aussi, a commencé Kanye. Sa voix était calme. Whitney, Michael, Prince, ils voulaient réussir. Et ils ont été éliminés. Il a accusé l'industrie musicale d'agir comme un cartel, appelant Clive Davis le marionnettiste et Diddy l'exécutant. Kanye affirmait que Diddy n'organisait pas cette fête de son propre gré.
Il l'a organisé parce qu'il y a été contraint. Voilà ce qui arrive lorsqu'on pactise avec le diable. Kanye a de nouveau désigné Fahim Muhammad, affirmant qu'il était le lien commun entre la chute de Michael Jackson et le scandale actuel autour de Diddy. Comment un diplômé d'école de commerce de 20 ans passe du campus à la sécurité de Michael Jackson, puis à celle de Diddy? Soit c'est un génie, c'est un marionnettiste de l'ombre. Mais la déclaration la plus stupéfiante de Kanye est venue à la fin de son discours. Je sais que vous voulez tous me faire passer pour un fou. Vous avez fait la même chose avec Ye, avec Michael, avec Whitney. Mais voici la différence. Je respire encore et je n'ai pas l'intention de me taire. Parce que le silence, c'est leur façon de gagner et je ne les laisserai pas gagner. Le juge a annoncé une pause jusqu'à... Le lendemain, mais les discussions ne se sont pas calmées. Je ne vais pas me taire, a dit Kanye. Si vous avez compris, les procureurs et Kanye West n'ont pas annoncé de quoi il allait en fait parler. Tout le monde pensait qu'il allait simplement donner des témoignages à propos de Diddy. Mais je pense qu'ils avaient peur qu'on l'arrête. Personne dans la salle ne s'y attendait, personne ne s'y attendait, ni le juge, ni personne. La défense a essayé de l'arrêter, mais l'histoire a été racontée. Le fait était accompli. Et maintenant, mesdames et messieurs, attendons la suite des événements. Encore une fois, il est rare d'avoir des histoires aussi dramatiques, avec autant de célébrités mondiales. Au revoir. S'il y a du nouveau, quand il y aura du nouveau, je vous en parlerai absolument. Et voilà, il y a du nouveau, et je vous le raconte tout de suite. Commençons par l'interview de Barack Obama sur son 3e mandat, dont Benny Johnson a parlé. Et maintenant, voudriez-vous avoir un 3e mandat? Vous savez, si je pouvais organiser les choses de telle sorte que j'ai un double, un homme ou une femme, et qu'ils aient une oreillette dans l'oreille, et moi, je pourrais simplement rester assis dans ma cave en survêtement, regarder des documents et souffler des répliques, pendant que quelqu'un d'autre s'occuperait de tout le bavardage et des cérémonies. Ça m'irait tout à fait. Waouh! C'est une petite reconnaissance étonnante. C'est impressionnant comme ces personnes doivent constamment être sous les feux des projecteurs et s'en vanter. C'est là l'essence même de la banalité du mal, juste sous nos yeux. Donc, l'histoire avec Joe Biden a été pensée et réalisée par quelqu'un, soit sous la direction, soit avec la participation de Barack Obama. Mais continuons. Nous avons parlé d'esclaves sexuels, de viols collectifs, de drogue et, pour finir, de meurtre. Peut-être que tout cela est vrai. Eh bien, peut-être pas, mais continuons à regarder. La pelote, le fil se déroule là-bas. Voici la vidéo que je vais vous montrer. L'enregistrement a été fait en 2018, c'est-à-dire en 2018. Il est clair qu'il s'agit du mandat du 45e président. L'acteur hollywoodien Terrence Howard affirme que des prostitués masculins, après avoir reçu une bonne dose de drogue, ont couché avec le basketteur LeBron James et l'ancien président Barack Obama. Il y a aussi un chanteur appelé Jay-Z et beaucoup d'autres. L'ex-petite amie de Diddy, Cassie Ventura, qui a été la première à porter plainte contre lui, a confirmé que l'homme qui a tiré dans l'hôtel Trump était Giuliano Oddi. C'était un esclave sexuel engagé par Diddy. Et que Diddy, Hillary et Barack discutaient de la façon de tuer Donald, ce qui signifie que celui qui a tiré, c'est justement ce Jonathan Oddi. Il travaillait pour Diddy comme prostituée, à la fois pour lui et pour servir d'autres personnes, étant à la fois bénéficiaire et prestataire de ses services. Et avec cette même femme, celle qui a intenté un procès avec Ventura, il s'est aussi apparemment racheté sur ordre de Diddy. L'affaire commence à devenir complètement hors champ, n'est-ce pas ? C'est un homme nommé Jonathan Oddi.
Il était danseur chez Chippendales, un artiste pour adultes, pour le dire poliment. Il est allé au terrain de golf de Trump à Miami et, selon ses propres dires, il a tiré sur un lustre en essayant d'attirer l'attention de Trump. Les témoignages sont enregistrés en vidéo. Je vous conseille de regarder ça. Tout est accessible, vous pouvez le voir vous-même. Jonathan Audi, pour une raison étrange, n'arrive pas à obtenir justice devant le tribunal. Après ces témoignages, il a avoué avoir tiré sur le terrain de golf de Trump pour attirer son attention sans blesser personne. Pourquoi ? Il a dit qu'il existe une cabale qui essaie de tuer Trump. Eh bien, avant que nous passions à cette affirmation, examinons une autre déclaration très intéressante qu'il a faite immédiatement. Il a dit « Je suis l'esclave sexuel de Didi, et on me paye pour avoir des relations sexuelles avec sa petite amie. Elle s'appelle Casey, et voici combien on me paye, et j'ai un accord de non-divulgation. En 2018, son affirmation la plus incroyable s'est révélée exacte. Nous devons donc aussi examiner toutes ces autres déclarations. Et ensuite, il a dit qu'ils allaient tuer Trump. Il a dit qu'ils allaient tuer Trump. Un complot satanique. Comment vont-ils faire ça ? A demandé le policier. Selon Jonathan Audi, l'assassinat de Trump sera comme celui de Kennedy, en direct devant les caméras lors d'un événement de campagne. Ils vont lui tirer une balle dans la tête. En 2018, Audi a déclaré que les conspirateurs prévoyaient d'assassiner Trump lors de son discours public dans la rue quelque part et qu'il devait être tué comme Kennedy d'une balle dans la tête. Comme nous le savons, tout cela s'est produit, seulement le tireur a légèrement raté sa cible. Il raconte qu'Obama et Hillary font partie d'un culte satanique prédateur, semblable à celui des Illuminati. Il explique comment il l'a découvert. J'ai entendu ça, a dit Audi, parce que Didi en parlait au téléphone devant moi alors que j'étais dans son lit. Eh bien, vous sentez déjà la montée d'adrénaline, la suite sera encore meilleure. Vous n'avez pas attendu en vain le dernier épisode de la vidéo. Oui, alors, si vous connaissez l'anglais, messieurs, trouvez et regardez Benny Johnson, il lui arrive parfois de faire des émissions fantastiques. Un petit passage très intéressant ici. Un passage très intéressant ici d'un avocat qui est apparu sur News Nation et a dit « J'ai vu des enregistrements avec les plus grandes stars parmi les plus grandes stars. Qu'est-ce que cela signifie ? Aux orgies chez Didi que les plus grandes des plus grandes stars. Cela nous en dit bien plus que Didi lui-même. » Quoi ? Attendez une seconde. Eh bien, Didi est vraiment une très grande célébrité. Que veut dire beaucoup plus célèbre que Didi ? De quoi peux-tu même parler ? Un porno où Didi serait avec des stars encore plus célèbres circule maintenant. Il circule de main en main. Eddie Griffin, un humoriste connu, dit que Didi est un homme mort, qu'il ne sortira pas vivant de prison après son arrestation pour trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Sur qui peut-on avoir un tel compromat pour qu'on te fasse une Epstein ? Eh bien, nous savons qu'Epstein avait du compromat sur Bill Clinton, 27 voyages différents sur l'île, Hillary Clinton y est aussi allée, et nous comprenons tous ce qui est arrivé à Epstein. Alors, qui cela peut-il bien être ? Oui, une explication au cas où vous l'auriez manqué plus tôt. Epstein Didi amenait aussi de très jeunes filles, offrait à elles et aux personnes influentes de la drogue, puis organisait des rapports sexuels entre n'importe quel nombre de personnes. Qui cela pourrait-il être ? Quelles sont les relations entre Didi et Barack Obama ? Je veux revenir un peu en arrière, en 2020, lorsque Didi a été interviewé sur le danger que représentait Donald Trump. En fait, nous pouvons remonter encore plus loin, et c'est ce que nous allons faire pour parler de la durée pendant laquelle Didi a été utilisé comme un instrument par le Parti démocrate et pourquoi cela n'a absolument aucun sens. Mais je veux commencer par la toute récente utilisation de Didi, parce qu'en 2024, il a été écarté du terrain. Ne vous inquiétez pas, il a été remplacé par Lisa Aproy et Beyoncé. Bien sûr, Beyoncé était aussi à ses soirées. C'est drôle. Seulement quelques degrés de séparation. En 2020, Didi a pris la parole et a dit que les hommes blancs comme Trump devaient être expulsés. C'est intéressant. Qui a dirigé cela ? On y va ? Si cette personne est élue ?
Nous ne resterons plus simplement à l'écart en laissant qu'on nous tue. Nous n'avons peur de personne, nous nous affirmons avec assurance. Nous sommes au bord d'une guerre raciale. Les hommes blancs comme Trump doivent être expulsés. Les blancs, comme Trump, doivent disparaître, doivent être expulsés. Et voici d'ailleurs Dina, encore inconnue à l'époque, interviewant Barack Obama, lui aussi inconnu à ce moment-là, alors qu'il était encore candidat au Sénat. C'est-à-dire que personne ne le connaissait bien avant que nous apprenions qui il était. Moi, Barack Obama, je suis candidat au Sénat des États-Unis pour l'État de l'Illinois, candidat. Et le fait que tu deviennes un sénateur démocrate noir, c'est un grand événement. C'est vraiment un grand événement. Eh bien sûr, vous savez, il y a 100 sénateurs aux États-Unis venant de tout le pays, et actuellement, aucun d'entre eux n'est afro-américain. Notre objectif est donc de briser cette barrière et de veiller à ce que les Afro-Américains, les Latino-Américains et plus de femmes soient inclus dans ce processus. En effet, le Sénat américain prend des décisions sur de nombreux sujets, la guerre et la paix, l'utilisation de l'argent des impôts, etc. Je dis que c'est un grand événement, parce que cela prouve que le processus électoral fonctionne si les minorités et les jeunes y participent. Les personnes privées de leur droit de vote, qui d'habitude ne votent pas, peuvent apporter des changements et transformer le visage de la politique. Êtes-vous d'accord? Absolument. Écoutez, vous savez, vous êtes une force d'inspiration pour la jeunesse dans tout le pays. Non, cela rappelle la coopérative au zéro. Et maintenant, ça va commencer à ressembler à un sauna avec des filles nues. Et je veux juste dire à quel point j'apprécie Puff Daddy pour le travail qu'il fait, parce qu'il n'est pas du tout obligé de s'en occuper. Emmanuel Macron, mais c'est en partie pourquoi il est si important de rendre à la société ce qu'on lui doit. Avant tout, nous applaudissons. Et je veux m'excuser de ne pas pleurer, mais je le fais tout simplement si souvent. Je suis vraiment cool et je veux que vous le sachiez. Tous ceux que j'interviewe transpirent. Et moi, je reste imperturbable, tellement cool. Je tiens à m'excuser. Mon intention n'est pas de te faire mal paraître, c'est simplement que je suis vraiment génial. Non. Il porte un t-shirt. Je vous le dis, s'il portait l'un de ces vêtements de créateur à la mode qu'il conçoit lui-même, il transpirerait autant que moi. Ha 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 ha. Regarde comme tu brilles. Regarde comme tu transpires fort. Ce que nous avons appris lors du procès de Didi, c'est que ces orgies de plusieurs jours, Didi était obsédé par la façon dont les gens transpiraient, à quel point ils brillaient, je ne sais pas. Oui, c'est absolument répugnant. Mais c'est exactement ce que nous apprenons au procès. Il est constamment obsédé par qui transpire et qui brille. Et c'est pourquoi il y avait autant d'huile pour bébé. De plus, l'huile pour bébé servait à introduire une drogue du viol lors des visites, sans utiliser de comprimés. Sean Diddy Combs prenait chaque jour des drogues qui étaient sous forme d'Obama. Pardon? Pouvez-vous répéter? D'accord, continuons et lisons. Selon le trafiquant Didi, il ne commandait pas seulement de la drogue sous la forme d'Obama. Et nous avons leurs photos, voilà, voici le client, regardez par ma fenêtre, d'accord? C'était précisément les drogues que Didi avait réclamées. Voilà, désolé pour ça. D'accord. C'est ça. C'est désormais dans les dossiers fédéraux. Ils ont réussi à l'obtenir. Et il y a aussi le trafiquant de drogue Didi dans les dossiers fédéraux. C'est tiré du rapport judiciaire. Voilà. Le procureur américain interroge Didi, le trafiquant de drogue, sur les nombreuses personnes qu'il a rencontrées. Oh, oui, bien sûr, même avec d'anciens présidents. Oh, vraiment? Avec lequel? Avec l'ancien président Barack Obama. Ah, je vois. Changeons de sujet. Franchement, c'est pour ça que je suis énervé que ce ne soit pas à la télé. Voilà ce qui se passe, ça, c'est la transcription d'hier. Avez-vous déjà récupéré de la drogue pour comme ça? Oui, constamment, une chose après l'autre, sans cesse. Le gouvernement fédéral a immédiatement tout dissimulé lorsqu'il a su que le trafiquant de drogue Didi avait rencontré Obama. Sean Diddy Combs prenait de la drogue sous la forme d'Obama tous les jours. Et savez-vous d'ailleurs qui est actuellement à la tête de l'accusation contre Didi? Le procureur principal a été remplacé, c'est-à-dire que le procureur en chef de cette affaire, Teka, a été remplacé par la fille de Comey, ce même James Comey, qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour 8647 anciens directeurs du Federal Bureau of Investigation.
Pourquoi l'ont-ils envoyé? Et ils l'ont envoyé pour que, Dieu nous en préserve, rien ne sorte dans la presse à propos de Babama, des Clintonnés et d'autres personnalités très importantes. Mais ça finit quand même par sortir. Mais voici l'interview la plus étrange avec John Legend et sa femme. Le journaliste a demandé à John « Quel est l'endroit le plus étrange où tu as fait l'amour ?» Sa femme a pris l'initiative. La meilleure? Oh, d'accord. C'est probablement l'histoire avec Obama. John, qu'est-ce que tu fais? Allez, s'il te plaît. Oh mon Dieu. John, quoi? De quoi parle ta femme? Je ne sais pas. Ce truc avec Obama, comment ça? Nous n'allons pas en parler. C'est quoi ce truc avec Obama? Eh bien, et la dernière image de Benny. J'avoue qu'après avoir été nommé modérateur et coprésident des débats, j'ai essayé de faire en sorte que mes contenus restent assez neutres, que ce soit à l'égard de Trump ou de Biden. Est-il clair pour vous maintenant qu'il participait au sabbat, chez Didi, au sabbat, pour ne pas en dire plus? Est-il clair pour vous qu'il le couvrait et le protégeait? Est-il clair pour vous que la même chose sera faite à Didi en prison qu'à Epstein? Ils lui permettront de se pendre. La suite arrive.